C'était une décision salutaire prise par le Tchad il y a de cela quelques jours, à savoir celle de rompre les accords militaires avec la France, des accords militaires de défense qui permettaient au pays de coopérer ensemble sur le plan sécuritaire. Désormais, le Tchad jette le trouble à ce point de vue qui avait été apporté par plusieurs analystes de la scène panafricaniste concernant cette décision qui pensait d'ailleurs que le Tchad était en train de vouloir affirmer sa souveraineté telle que précisée dans le communiqué signé du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, le trouble est jeté, je le disais tout à l'heure, à cause de la création d'une commission, car certains estiment qu'on crée des commissions lorsqu'on ne veut pas résoudre un problème ou parvenir à une décision définitive. Est-ce le cas pour le Tchad aujourd'hui? Comment comprendre cette lenteur qui sera forcément observée après la création de cette commission? Eh bien, on en parle avec notre invité. Qu'en pense-t-il? Le politologue et internationaliste Dr Sango, qui est le consultant permanent de Regard panafricain dans le cadre de ce programme particulièrement de ce soir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Dr Sango. Bonsoir Madame Cassandra Begouté, ravi d'être là encore ce soir. Je vais dire bonsoir aux multiples panafricanistes qui sont repartis à travers le monde. Je vais te transmettre mes salutations les plus fraternelles, cordiales et conviviales. Je vais également dire bonsoir à la technique magistralement portée par Kelly. Bonsoir au top management de For You Media. C'est un plaisir d'être encore là ce soir pour essayer de faire avancer le combat panafricaniste. Merci à vous d'être là. On démarre les échanges juste après cette transition. Et merci à tous d'être avec nous sur For You Radio, particulièrement ce soir dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Merci également à ceux qui nous regardent sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa. Je n'oublierai pas ceux qui nous regardent à travers leurs petits écrans sur For You Télévision. Bienvenue à tous et cordialement merci pour votre fidélité qui nous honore. Docteur Sango, c'est le 4 décembre dernier que la nouvelle a été annoncée par voie de communiqué signé de la primature, un arrêté qui portait création d'une commission chargée de la mise en œuvre de la dénonciation de l'accord de coopération militaire, de la convention et de ses annexes entre le Tchad et la France. Cette commission comprend la participation de plusieurs ministères. On y reviendra bien sûr dans ce programme. Docteur Sango, d'ores et déjà, parlons de cette décision du Tchad de créer cette commission après avoir dénoncé les accords de coopération des défenses entre la France et bien sûr le pays susmentionné. Comment interpréter cette attitude? Docteur Sango, partagez-vous ce point de vue d'autres observateurs de la scène panafricaniste, comme quoi on ne crée pas une commission lorsqu'on veut avancer, mais on en crée une lorsqu'on veut perdre du temps? Je pense qu'il faut, n'est-ce pas, dire que le Tchad est resté jusque-là conforme et cohérente dans sa logique avec l'acte de résiliation de cet accord de défense. Parce qu'il faut dire que dans l'acte qui résilie ce contrat de défense avec la France, le Tchad a bel et bien été clair. Et le Tchad avait dit qu'il restait, n'est-ce pas, coopératif, qu'il restait, n'est-ce pas, ici, un prêt à collaborer et à respecter toutes les règles qui accompagnent, n'est-ce pas, la sortie d'une telle résiliation. Puisque lorsque vous lisez ce contrat-là ou cette décision du Tchad, le Tchad a été prudente, le Tchad s'est montré coopératif, le Tchad a donné, n'est-ce pas, la licéité et la liberté à la France de coopérer pour que cette action-là ne puisse pas se passer de manière violente, mais de manière apaisée et coopérative. Je pense que c'est cet élément et cet enjeu-là que le Tchad a voulu privilégier et a mis sur pied cette commission-là qui doit réfléchir sur les voies de sortie.
Donc l'élément de la prudence, l'élément de la coopération, l'élément, n'est-ce pas, de la collaboration pour une séparation dans de très bonnes conditions est, à mon avis, l'aspect important qu'il faut mettre sur la table pour comprendre significativement le comportement du gouvernement du Tchad aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut dire que, en tant que politologue et même internationaliste, les traités et les accords ont souvent, n'est-ce pas, des procédures bien déterminées. C'est-à-dire, lorsque vous signez des traités et des accords sur le plan international entre deux États, lorsque un traité est signé entre deux États, il y a généralement dans ce traité-là les mécanismes de résiliation qui sont généralement prévus. Mais sauf que, en dépit de ces mécanismes de résiliation qui peuvent être observés par les États partis à ce traité ou à cette convention, il peut arriver que ces règles-là ne soient pas observées justement à cause du caractère urgent, à cause du caractère, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle souvent la raison d'État, l'intérêt général de l'État. C'est-à-dire un État parti à un traité peut surfer sur ce qu'on appelle souvent le droit de réserve, la raison d'État, pour résilier de manière aussi brutale un contrat, un traité, une convention qui met en difficulté l'existence et même la continuité de son État ou de sa nation. Donc, ne soyons pas surpris peut-être que demain ou après-demain, si cette commission n'arrive pas à atteindre les objectifs escomptés que le Tchad s'est fixé, parce que si on voit l'intention du Tchad aujourd'hui, c'est de sortir de cette convention, c'est de chasser les bases militaires étrangères, françaises au Tchad. Si cet objectif-là n'est pas atteint à travers cette procédure prudente que le Tchad est en train de privilégier aujourd'hui, il reviendra au Tchad d'utiliser donc le mécanisme technique que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire faire une résiliation radicale de manière pure et simple et expliquer cela à partir de ce que on appelle la raison d'État, l'intérêt général de la nation. Donc, je comprends aujourd'hui les gens, des analystes, des observateurs qui se plaignent et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi le Tchad n'a pas directement privilégié cette méthodologie de sortie radicale. Mais je pense qu'on doit aussi comprendre le Tchad. C'est aussi un mécanisme normal. C'est vrai que les États africains sont dans une situation d'urgence, mais comprenons aussi la situation du Tchad. C'est un pays qui vient, n'est-ce pas, de se lancer dans ce combat panafricaniste qu'on n'aurait pas cru. À partir de ce moment, on doit déjà donner, je pense, le bénéfice du doute, parce que plus les jours passent, plus ce jeune président démontre qu'il entend se démarquer de ses prédécesseurs et de ceux qui pensaient qu'il était plutôt un valet à la tête du Tchad pour servir les intérêts de la France-Afrique. Merci, docteur Sango, pour cette première lecture. Alors, selon vous, le Tchad marche sur des œufs en ce moment et ferait mieux d'avancer avec prudence, méthodologie et surtout diplomatie, si on vous a bien compris? Oui, il s'agit de privilégier une diplomatie, une coopération, mais qui n'exclut pas davantage, n'est-ce pas, la rupture radicale. Donc, en réalité, il faut privilégier tous les mécanismes. Parce que vous savez que même dans la procédure de résolution des crises prévue par le droit international, il est bel et bien dit qu'il faut d'abord privilégier les mécanismes de coopération, les mécanismes, n'est-ce pas, de conciliation, les mécanismes d'arbitrage. Et c'est lorsque ces mécanismes-là n'ont pas produit les effets escomptés qu'on fait recours maintenant à ce qu'on appelle la violence, la force. Donc, c'est cette méthodologie de la coopération sur le plan international qui est généralement transposée au niveau des traités internationaux qui sont des outils même de la coopération internationale. Donc, en réalité, ne pensons pas que c'est parce que Kaka a privilégié d'abord les mécanismes de coopération, de dialogue et de conciliation dans la sortie de ce traité qu'il
a tourné le dos, n'est-ce pas, à la méthode violente. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il veut d'abord observer. Il veut d'abord rester dans la procédure normale. Il est là dans le normativisme, des accords internationaux, des accords qui caractérisent des États. Une Je fois vous que entends ce parfaitement, normativisme docteur ne Sango, sera mais pas respecté, il va faire l'interrogation, oui, recours permettez-moi donc de à la vous relancer. violence. L'interrogation reste quand même, où est l'urgence d'une commission? Alors, on rappelle que la commission est chargée de la mise en œuvre de la négociation de l'accord de coopération militaire, de la convention et de ses annexes entre le Tchad et la France. La commission aura pour mission, selon cette communication de la primature, de notifier officiellement la dénonciation de l'accord militaire, de la convention et de ses annexes auprès des autorités françaises par voie diplomatique, élaborer un plan de travail pour la cessation des obligations prévues par la convention, ainsi que identifier et gérer les aspects juridiques, sécuritaires et logistiques liés à la dénonciation et coordonner avec le partenaire français pour garantir un retrait ordonné des engagements bilatéraux. Voilà ce qui a été annoncé. L'article 3 de cette communication nous permet de savoir que c'est le Premier ministre qui sera l'autorité directe en tête de cette commission, et elle sera composée par le ministre chargé des Affaires étrangères, le ministre chargé des Armées, le ministre chargé de l'administration du territoire, ainsi que le ministre directeur du cabinet civil du président de la République et le secrétaire général du gouvernement. Ainsi, voilà cette commission créée. Est-ce que les autres pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont eu à utiliser ce type de, on va dire, de mécanismes pour rompre les accords de défense et de sécurité avec la France? Sinon, a-t-on remarqué ou alors décelé des problèmes au niveau des retraits de cette force française? Ainsi, on comprendra peut-être mieux, même si c'est une démarche qui semble normative, ainsi on comprendra cette démarche tchadienne. Oui, c'est vrai qu'en faisant une comparaison, une Oui. analyse comparative avec les États de l'AES, on se serait attendu que le Tchad procédasse aussi de cette même manière. Mais je pense que le Tchad a un peu un contexte un peu différentiel de celui, n'est-ce pas, des États de l'AES, un tout petit peu. On sait que au Tchad, quand même, il ne faut pas oublier le passé et la manière dont Kaka devait arriver au pouvoir. Donc, en réalité, les choses au Tchad ne pouvaient pas aussi se faire de manière rapide qu'on l'aurait cru, comme du côté des États de l'AES. Je pense que la commission que le Tchad vient de mettre sur pied, c'est l'instrument technique qui va accompagner l'implémentation de la décision qui a été prise sur le plan, n'est-ce pas, étatique par le sommet de l'État. Parce qu'il faut dire que c'est une décision qui a été signée, je pense, par le chef d'État-major de l'armée ou de la défense tchadienne. Mais qui a Laquelle été décision? la décision de résiliation. C'est pas le ministère Oui, oui. des Affaires étrangères. Absolument, voilà. Donc, on comprend que en réalité, ça a été motivé parce qu'on ne peut pas dire que le ministère des Affaires étrangères a signé un accord qui n'était pas voulu par le président de la République. Pire encore, on a vu comment le président de la République a accompagné cet accord-là à travers Une communication. une communication de Oui. presse. Donc, ça montre que ça a été intentionnel, ça a été pensé, ça a été réfléchi. Et maintenant, donc, que ça a été réfléchi, il est question donc de passer à l'étape opérationnelle, c'est-à-dire à l'étape de l'implémentation. Parce que si on salue davantage là l'acte qui a, n'est-ce pas, ici annoncé cette résiliation, il faut aussi rester sur cet acte-là et comprendre la logique et l'esprit que cette substance dégageait. Dans cette substance, c'était bel et bien indiqué que le Tchad reste prêt à coopérer normalement pour que ces choses se passent dans de très bonnes conditions. Donc, la commission, à mon humble avis, c'est l'instrument technique qui va permettre donc à ce que la résiliation se passe dans de très bonnes conditions. Vous avez compris les objectifs de cette commission-là. Il s'agit de notifier diplomatiquement à la France l'intention du Tchad de ne plus être membre à ce traité.
de résilier ce traité-là. Parce que le Tchad a pris une décision et a fait un communiqué qui a, n'est-ce pas, ici, été lu au niveau, n'est-ce pas, du public et même de l'opinion internationale. Mais ce n'est pas un communiqué qui s'adressait de manière officielle et normative à la France. Il faut donc maintenant que le Tchad, à travers un courrier ou une commission, quand on dit commission, c'est peut-être une petite délégation qui sera formée autour du Premier ministre, qui va donc notifier diplomatiquement cette décision, cette intention du Tchad à la République française. Et à partir de ce moment, donc là, la République française va prendre acte de la volonté du Tchad de ne plus être partie à ce traité. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, en réalité, il ne faut pas vite jeter l'eau avec du bébé, le bébé avec l'eau du bain. Il faut comprendre que Kaka Déby est beaucoup plus prudent et méthodique. Et cette méthodologie-là va donc, à terme, lui permettre d'atteindre son objectif au cas où l'autre côté n'est pas coopératif. Parce qu'il a bel et bien parlé de la coopération. Si l'autre ne coopère pas, eh bien, il sera obligé d'utiliser le mécanisme que le Mali, le Burkina Faso, le Niger ont utilisé. Parce qu'il faut comprendre et intégrer que du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la France ne voulait pas coopérer. La France ne voulait pas partir. C'est pour cela que ces pays-là ont utilisé les méthodes de radicalité pour demander à la France de partir. Donc, ça va aussi arriver du côté du Tchad. Au cas où la France ne respecte pas la volonté du Tchad de sortir de ce traité, le Tchad sera obligé d'utiliser la radicalité pour mettre dehors les bases françaises présentes au Tchad. Docteur Sango, peut-on également lire cette actualité de cette façon? Alors, au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger, on a par exemple des présidents qui sont arrivés au pouvoir et qui sont des hommes en tenue, ce sont des militaires et qui comprennent peut-être la portée d'une telle rupture sur le plan militaire, sur le plan défense ou encore sécurité avec la France, d'où la rupture brutale et radicale. De l'autre côté, on a Mahamat Idriss Déby Itno qui est arrivé au pouvoir, qui a été critiqué par les siens, critiqué par la communauté internationale. Je ne parle pas de cette communauté internationale habituelle, voilà. Et non seulement ça, il a dû faire face à des crises politiques, faire face à plusieurs autres aléas dans son pays, à la tête du pays. Finalement, il est adoubé par le peuple, légalisé par le peuple, légitimé par le Tchad, et il se doit d'être démocratiquement correct, d'utiliser des manœuvres légalistes. Est-ce que c'est aussi ainsi qu'il faut lire cette actualité, la création de cette commission? Le Tchad essaye de montrer que le président Mahamat Idriss Déby Itno est avant tout un légaliste, qu'il est différent d'autres types de présidents. Oui, et je pense que on peut aussi privilégier cette hypothèse, cette hypothèse qui voudrait, n'est-ce pas, qu'on le positionne de manière différentielle par rapport au président des États de l'AES, parce que lui au moins il aurait connu des élections et qu'il aurait été adoubé légitimement par la population. Mais en réalité, je pense que si cette hypothèse-là peut être vraie, elle n'est pas du tout opérationnelle lorsqu'on voit aujourd'hui l'actualité qui se passe sur le continent africain. Parce qu'en réalité, je ne suis pas trop un fan de ces élections-là. D'accord? On peut aimer ou ne pas aimer Kaka Déby. Nous savons qu'en réalité, ces élections-là aussi ont été organisées beaucoup plus avec l'influence de ce système france-africain que nous dénonçons tous. On ne peut pas dire que ces élections-là ont été organisées totalement par la volonté tchadienne. D'accord? Lorsqu'on voit comment les choses se sont passées sur le terrain, lorsqu'on voit les accords et les négociations qui se sont nouées hors du Tchad
ce qu'on a appelé le dialogue national sera convoqué beaucoup plus par ses partenaires classiques occidentaux france-africains, on peut s'interroger sur les résultats de cette élection présidentielle. Donc, en réalité, moi, je pense que si Kaka Déby est en train de montrer aujourd'hui la voie de la légalité, en réalité, c'est pas une légalité qui a quelque chose à voir avec les élections démocratiques qui viennent, entre guillemets, démocratiques qui viennent de se passer là-bas. Kaka Déby veut tout simplement rester sur la normativité, n'est-ce pas, des procédures internationales qui encadrent les conventions et les traités. Parce que lorsque vous lisez le traité qui lie le Tchad et la France sur le plan de la défense, ce traité-là prévoit toujours les mécanismes de sa résiliation. Il y a toujours ça dans le traité. On prévoit ça dans un article. Oui. Et un article qui dit toujours que, au cas où l'une des parties n'est plus d'accord, n'est-ce pas, des engagements du traité, oui. Voici comment il faut faire, voilà comment il faut faire. C'est prévu. Et je pense que c'est donc cette situation-là que Kaka Déby est en train de privilégier aujourd'hui pour rompre, n'est-ce pas, ce contrat et cette convention de défense. Donc, en réalité, nous sommes tous d'accord aujourd'hui que Kaka Déby aurait peut-être d'abord privilégié la violence, la radicalité, la rupture. C'est vrai, mais je pense qu'il est en train de démontrer aujourd'hui qu'il est orienté vers la rupture. Parce que ça, ce n'est pas le premier acte que Kaka Déby pose depuis qu'il est à la tête, n'est-ce pas, du Tchad. On a vu ces orientations. Parce que ça faisait pratiquement plus de 20 ans qu'un président tchadien ne s'était plus rendu diplomatiquement en Russie, par exemple. Okay. Il faut le dire. Depuis Idriss Déby et même Hissène Habré, on ne pouvait pas imaginer le Tchad diversifier son partenariat n'importe comment. C'était en quelque sorte la chasse gardée de la France. Et ça commençait déjà à gêner le président Idriss Déby lors de ces dernières années à la tête du Tchad. Il commençait déjà à être gêné. C'est pour cela qu'il développait des discours affranchissants, des discours qui dénonçaient la France, des discours qui dénonçaient le paternalisme, n'est-ce pas, de la France. Et vous savez que c'est à cause de ces discours qu'il a été assassiné. Donc, lorsque le président Kaka arrive, il, n'est-ce pas, rompt avec cette pratique-là. Il va directement en Russie, il s'exprime, il pose des problématiques, il montre son intention de travailler et de diversifier le partenariat du Tchad, qui était jusque-là la chasse gardée d'une puissance. Il ne s'arrête pas seulement là. Lorsque survient le processus de révolution au sein des États, n'est-ce pas, de l'AES, oui. Il prend position et il se montre solidaire de la dynamique impulsée par les États de l'AES. Comme si ça ne suffisait pas, il dénonce et il chasse les bases militaires américaines qui étaient sur son sol, étant donné que les États-Unis et la France évoluent toujours en Afrique de manière duo. Ils ne s'y opposent jamais. Donc aujourd'hui, il va encore de l'avant, il pousse le pion très loin en dénonçant donc l'accord de défense qui lie la France au Tchad. Donc je pense que lorsque vous faites ce bilan sommaire du président Kaka en quelques années seulement à la tête du Tchad, on comprend de manière vindicative que ce dernier est décidé de ne plus faire du Tchad une chasse gardée d'une puissance, mais en réalité de travailler pour que le Tchad revête véritablement sa souveraineté au sens réaliste du terme. Et lorsque vous suivez le discours qu'il a offert, n'est-ce pas, à la communication, à la presse, il a toujours expliqué les motivations du Tchad par la volonté de prendre en main son destin et d'implémenter sa souveraineté. C'est toujours revenu dans sa bouche. Parce que Kaka Déby n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que avec toute cette assistance militaire que le Tchad bénéficie sur le plan international en termes d'accords, en termes d'organisation de lutte contre le terrorisme, que le Tchad soit sempiternellement et éternellement victime
du terrorisme. Il ne faut pas mettre de côté cette attaque de 40 soldats que le Tchad vient de perdre dernièrement, frappés par Boko Haram. Alors que le Tchad a un accord avec la France, alors que le Tchad est membre, n'est-ce pas, de la commission multinationale mixte, alors que le Tchad a des conventions avec certains États environnants. Donc, en réalité, le Tchad a pris conscience et a intégré la réalité selon laquelle ces organisations ne leur servaient à rien et qu'il était urgent de prendre en main leur destin et de penser une nouvelle stratégie de défense et de sécurisation du Tchad totalement ancrée sur les stratégies endogènes, quitte à ce que, sur le plan international, un certain partenaire crédible puisse leur venir en aide pour impulser donc des dynamiques sécuritaires beaucoup plus efficaces et efficiente. Merci, docteur Sango. À présent que cet accord a été dénoncé et que la commission a été créée, on connaît les missions désormais de cette commission. Peut-on espérer un rapprochement? C'est l'une des questions que l'on devrait se poser, docteur Sango. Un rapprochement avec des armées fortes dans le monde ou encore sur le territoire africain afin de protéger le Tchad, justement, face à ces attaques de Boko Haram, la dernière qui date du 27 octobre dernier, ayant fait justement une quarantaine de morts au sein de l'armée tchadienne. Le Tchad semble n'avoir pas un partenaire assez fixe et sûr pour la protection de son territoire. D'ailleurs, dénonçait déjà son appartenance à cette force mixte à laquelle le Tchad appartient, dans le lac Tchad, je pense bien. Et en dénonçant cela, celui-ci rappelait que les différents États membres n'ont pas souvent mouillé le maillot pour sauver le Tchad, et pourtant les soldats tchadiens ont l'habitude, eux, de se ruer dans ces différents pays, aux différentes frontières, pour apporter leur soutien. Peut-on s'attendre à des rapprochements avec des armées fortes sur le territoire africain ou encore dans le monde? Bien entendu, il le faut parce que l'heure est à l'urgence. La Tunisie, peut-être? Avant d'aller en profondeur, il faut déjà commencer par reconnaître et même par féliciter la perspicacité de l'armée tchadienne dans la lutte contre le terrorisme, non seulement au niveau du Sahel, mais aussi et surtout au niveau de l'Afrique tout entière, dans la lutte contre ces phénomènes terroristes. Il faut reconnaître et féliciter pour dire que à l'intérieur de ces organisations d'intégration sous-régionale, le Tchad s'est montré comme étant l'armée, n'est-ce pas, la plus efficace, la plus perspicace, la plus résiliente, la plus combative sur le terrain. On l'a vu, n'est-ce pas, sur Boko Haram, qui sévissait au Cameroun, au Nigeria et au Tchad. On a vu le Tchad sur le terrain. On a vu le Tchad, n'est-ce pas, dans le mouvement du G5 Sahel, même si ce mouvement-là a éclaté. Bref, le Tchad était, n'est-ce pas, au four et au moulin, c'est-à-dire l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme à l'intérieur de ces organisations d'intégration sous-régionale ne donnait pas, n'est-ce pas, à confusion. Et c'est pour cela que pendant donc plusieurs années, le Tchad s'en est offusqué. Et le Tchad n'arrivait pas à comprendre le comportement dissymétrique de certains États membres. Le Tchad n'arrivait pas à comprendre pourquoi il était seul sur le terrain, parce que ça donnait l'impression que c'était le Tchad qui était seul sur le terrain. Le président Idriss Déby, à son époque, s'offusquait déjà de cette situation. Et il dénonçait cette façon de faire. Et il parlait de l'hypocrisie. Il parlait du manque d'engagement réciproque des autres États. Donc, le Tchad est dans cette dynamique-là et Kaka est en train de suivre cette dynamique-là. Il est conscient de cela et il a compris que la sécurité tchadienne ne peut pas être assurée par ce genre d'organisations qui n'ont pas vraiment une sincérité de combattre le terroriste. Face donc à cette situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que si vous prenez quelqu'un pour vous protéger ou pour vous accompagner dans votre protection et qu'il faille, qu'est-ce que vous faites? Vous retroussez votre manche et vous pensez maintenant votre défense par vous-même. C'est pour cela que je voudrais qu'on privilégie davantage
l'hypothèse, l'agrégat de la défense autonomiste. Oui. C'est-à-dire, il faut voir dans cette action du Tchad, non pas la volonté de quitter un maître pour en embrasser un autre maître, Oui. mais la volonté de quitter un maître pour se retourner vers soi, penser sa stratégie de défense qui pourra, n'est-ce pas aussi, porter des fruits sur le terrain. Parce qu'il y a un adage qui dit que mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc, en réalité, le Tchad est dans une dynamique d'autonomisation. Sauf que dans cette dynamique d'autonomisation, les moyens seuls de l'État ne suffisent jamais. Aucun pays au monde ne peut se protéger par lui-même. Ok. D'accord? C'est souvent compliqué. Parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Il est donc question pour le Tchad, après avoir posé une telle action et après qu'il se soit engagé dans la dynamique de l'autonomisation défensive et sécuritaire, Oui. de travailler pour avoir des partenaires, non seulement sur le plan sous-régional de la CEMAC, CEAC, sur le plan régional, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique, par exemple avec les États, par exemple de l'AES et même bien d'autres États au niveau panafricain. Il y a les pays tels que l'Algérie, les pays tels que le Rwanda, les pays tels que La Tunisie la aussi, Tunisie, dont l'armée est vantée comme étant l'une des meilleures au en niveau, Afrique. n'est-ce pas, Oui. de la défense. Donc, il faut cette redéfinition de partenariat militaire nouvelle qui doit prendre en compte cette fois-ci les intérêts stratégiques des uns et des autres. Donc, sur le plan international, bien entendu, le Tchad pourra aussi renouer des nouveaux partenariats de défense avec des nouveaux partenaires qu'ils ne pouvaient le faire dans le passé parce que le Tchad était dans une situation d'embrigadement. Le Tchad était dans une situation de prise en charge. Le Tchad était dans une situation, n'est-ce pas, de paternalisme qui ne lui donnait pas la licéité et l'opportunité de voir autrement et de faire, n'est-ce pas, de manière différente. Donc aujourd'hui que le Tchad a en main sa souveraineté et son indépendance, ça lui donne donc l'opportunité et la possibilité de diversifier son partenariat et de signer des partenariats avec n'importe quel pays qui le juge sincère, efficace et capable de l'accompagner sur le terrain, n'est-ce pas, dans la lutte contre le terrorisme. Donc le rapprochement n'est pas à exclure. Oui. Le rapprochement va se faire et ce rapprochement n'est pas seulement au niveau international. Je vous ai dit, il est question en Afrique aujourd'hui de renforcer ce que j'appelle souvent des regroupements. Parce que les pays africains ne pourront jamais s'en sortir seuls. J'ai souvent l'habitude de vous dire que l'Afrique tout entière a été défaite ensemble et ce n'est qu'ensemble qu'elle pourra se relever. Donc il est question de procéder par des regroupements, n'est-ce pas, par des synergies, par des alliances, par des convergences des rapports de force, tant au niveau militaire, économique et même culturel, pour que cela leur donne la possibilité de résister au terrorisme et de résister aux velléités de déstabilisation de ces puissances occidentales. L'idéal type de la grille de lecture que je suis en train de vous dire là est aujourd'hui les États de l'AES. Vous convenez avec moi que si ces États-là ne s'étaient pas mis ensemble, c'est qu'il y a longtemps aujourd'hui qu'on ne parle pas d'Assimi Goïta, qu'on ne parle plus de Traoré, encore moins de Tchani. Parce qu'on aurait utilisé l'autre pour déstabiliser l'autre, on aurait utilisé l'autre contre l'autre. Donc le fait que les trois se soient mis ensemble, le fait que les trois aient formé une sorte de synergie, ça donne donc des difficultés à l'ennemi de les infiltrer n'importe comment. Ça crée donc des dynamiques nouvelles de force qui font en sorte que, avec leur partenariat, tant au niveau africain et même international, ça crée ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur, qui fait en sorte que l'ennemi n'ait plus la possibilité de les déstabiliser aussi facilement comme il le faisait hier. Donc aujourd'hui, la France est en train de comprendre que, avant de frapper le Mali, d'accord, elle réfléchit parce qu'elle sait que si elle frappe le Mali, ce n'est pas seulement le Mali qui va riposter, c'est le Burkina Faso qui va riposter, c'est le Niger qui va riposter, et derrière eux, tous leurs partenaires sur le plan national comme sur le plan international. Et vous avez vécu dernièrement ce comportement lorsque
il y avait encore ce problème de l'intervention militaire au Niger. Oui. Vous avez vu comment les États de l'AES se sont comportés tant au niveau opérationnel qu'au niveau discursif, c'est-à-dire du discours. Ils disaient que l'attaque, n'est-ce pas, du Niger équivaut à l'attaque contre tous les pays de l'AES et par conséquent contre tous les partenaires de l'AES. Cela a donc dissuadé ces turiféraires de la violence, de la déstabilisation, et ça fait aujourd'hui que cette problématique d'intervention militaire ne puisse pas se réaliser sur le terrain. C'est des pareils mécanismes qu'il faut aujourd'hui privilégier. Il faut que les États-Unis d'Afrique, à défaut de se construire de manière, n'est-ce pas, direct par le sommet, qu'ils soient au moins impulsés par des dynamiques, n'est-ce pas, au niveau de la base. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous préconisons que les États-Unis se réalisent, les États-Unis d'Afrique se réalisent à partir des sommets, à partir des 5 sous-régions, par exemple, de l'Afrique. En Afrique centrale, on forme les États fédérés de l'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, les États fédérés de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, les États fédérés de l'Afrique australe. Et ensemble, ça va donc créer des dynamiques de force qui vont faire donc que, à terme, le continent puisse se mettre ensemble et réaliser leur sempiternel projet de l'unité du continent. Donc, en réalité, aujourd'hui, avancer de manière solitaire et individuelle n'est plus de l'actualité. Il faut que les États se mettent ensemble et je pense que le Tchad va comprendre cette réalité et va se rapprocher indubitablement de certains alliés au niveau africain et même au niveau international. Merci, Dr Sango, pour votre éclairage et votre lecture sur l'actualité au Tchad. On parlait notamment de la dénonciation des accords de défense entre le Tchad et la France et par la suite de cette création de commission qui a été annoncée par le Premier ministre tchadien, une commission dont il est à la tête et qui comprend plusieurs ministères comme le ministère des Affaires étrangères ou encore le ministère des armées, sans oublier le ministère de l'administration territoriale et bien d'autres. À présent, parlons sans transition de l'actualité en France avec cette motion de censure qui a été signée contre le Premier ministre, contre le chef du gouvernement français, Barnier, sur le territoire français. Ça ressemble à un séisme politique de prime abord. Docteur Sango, comment lire la situation politique en France aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est au bord du gouffre? Est-ce qu'on peut dire que la politique française est au bord du gouffre ou simplement dans un sable mouvant, disons-le ainsi? Je pense que c'est la France tout entière qui est aujourd'hui au bord du gouffre. Et cette façon de faire n'était que présent et prévisible. C'est-à-dire, ça n'étonne personne aujourd'hui que cette situation soit arrivée. Du moins pour des analystes avertis que nous sommes. Okay. Lorsque vous voyez l'après-élection législative qui s'est tenue du côté de la France, il faut rappeler que du point de vue politologique, lorsqu'il y a élection législative, c'est le parti qui arrive en tête qui doit, n'est-ce pas, contrôler l'Assemblée nationale, ou du moins ce qui doit, n'est-ce pas, imposer un premier ministre. Oui. Ce parti-là propose un premier ministre et le président de la République n'a pas d'autre choix que de nommer la personne que le parti arrivé à la tête des élections législatives aura proposé. Sauf qu'en France, les élections législatives s'étaient tenues. La droite et le mouvement En Marche, qui est le parti politique d'Emmanuel Macron, ont totalement perdu les élections. On voit que c'est la gauche et l'extrême droite de Marine Le Pen qui sont arrivés à la tête de ces élections sans peut-être remporter la majorité absolue. Donc il était normal que pour nommer un premier ministre, que Emmanuel Macron choisisse quelqu'un issu, par exemple, de la gauche ou alors de l'extrême droite. Mais tel n'était pas le cas. Macron a choisi quelqu'un qui est arrivé 4e à cette élection législative.
c'est-à-dire qui avait perdu radicalement, qui n'était même pas à côté. Bref, quelqu'un d'impopulaire pour imposer aux Français. Cette façon de faire a donc montré des limites. Et aujourd'hui donc, pour son premier acte en tant que Premier ministre, qui est le vote du budget, vous savez que le budget, c'est l'exécutif qui prépare le budget et qui le soumet à l'Assemblée pour validation, on voit que ça a échoué. Ça a échoué d'autant plus que, arrivé à l'Assemblée nationale, conscient qu'il n'avait pas ou ne détenait pas la majorité absolue pour faire passer le vote de manière démocratique, il a fait recours à l'article du 49.3 qui est l'expression de la dictature en ce qui concerne la gouvernementalité. Ça a donc soulevé l'ire de l'Assemblée nationale qui est majoritairement dominée par la gauche et l'extrême droite et qui ont voté, n'est-ce pas, la motion de censure. Pour la première fois, la gauche et l'extrême droite se sont mis ensemble pour voter la motion de censure contre le Premier ministre. C'est ainsi qu'il est tombé. Donc, c'est un message important que l'Assemblée nationale est en train de démontrer aujourd'hui. Quel est le message? C'est que la France est dans une crise budgétaire. Et il faut rappeler en disant que, quel que soit le Premier ministre que Emmanuel Macron va voter en France, il va connaître la même chose que Borne vient de connaître là tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas seulement au niveau de la représentativité à l'Assemblée nationale, le problème est ailleurs. Et là, je veux donc toucher la cause épicentrique. C'est quoi? C'est cette révolution, ces processus de révolution que nous opérons, que nous observons aujourd'hui en Afrique, et qui sont en train de couper radicalement le ventre mou de la France et qui fait sombrer la France progressivement dans une sorte de crise budgétaire qui sera difficile à résoudre. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que la France vient d'entamer sa descente aux enfers. Sa descente aux enfers parce que plus les jours passent, plus les déconnexions se multiplient en Afrique. D'accord? L'AES est en train de tenir. Et l'AES est en train de contaminer, n'est-ce pas, sa stratégie à d'autres États. On voit bel et bien que plus les jours passent, plus d'autres États sont tentés de rejoindre la politique portée par l'AES. Qui aurait cru que Kaka Déby pouvait aussi se prononcer là-dessus? Qui aurait cru que Diomaye Faye aurait tenu un discours aussi dangereux contre la France dernièrement? Donc, c'est des signaux qui démontrent aujourd'hui la chute aux enfers de la France. La France se porte très mal dans la mesure où, aujourd'hui, l'Afrique a décidé de prendre en main son destin, lequel destin met donc en difficulté la France parce que ce pays a longtemps basé son économie sur l'exploitation et la domination des ressources naturelles africaines. Maintenant qu'elle n'a plus la possibilité de vassaliser et de disposer de manière gratuite de l'uranium du Niger, du pétrole du Mali et du bronze de Burkina Faso et aujourd'hui le Tchad, vous comprenez qu'en réalité, la France n'a plus d'autre issue. La France n'a plus d'autre alternative que de sombrer dans ce genre de crise que nous venons de voir aujourd'hui. Donc les crises vont se multiplier. La crise est essentiellement budgétaire parce que la France n'a plus la ressource nécessaire qui alimente, n'est-ce pas, son économie. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est lorsque les États de l'AES vont sanctionner le franc CFA, vont sortir du franc CFA et définir leur propre monnaie. Parce que les petites économies, les petites ressources que la France continue encore à capter à l'intérieur de ces pays qui ont décidé de prendre des nouveaux trajectoires, c'est les fruits qui produits par le franc CFA. Donc, une fois que ce franc CFA là sera vomi et sera banni, supprimé, vous allez comprendre l'hécatombe qui va se passer
en France. Donc, en réalité, c'est la chute aux enfers, la chute, n'est-ce pas, de la France que nous sommes en train d'amorcer avec cette motion de censure. Il faut dire que ça fait pratiquement 20 ans que l'Assemblée nationale française n'a plus eu fait recours à ce genre d'action. Donc, si aujourd'hui ce genre d'action s'observe, ça démontre que la France est vraiment en crise et que la France a atteint un niveau de dégénérescence irréversible. Merci, Dr Sango, on vous entend parfaitement, mais ce que vous voulez dire, pour résumer, c'est que la France est sur une mauvaise pente sur le plan économique et financier, mais aussi sur le plan politique. Alors, ce n'est pas qu'une décision politique. Tout à fait. Cette motion de censure contre le premier ministre français, quels sont les effets immédiats sur le président de la République? On sait qu'il va poursuivre son mandat, mais y a-t-il des effets, des répercussions, des conséquences latentes pour un chef d'État après une telle décision? Oui, les effets immédiats seraient de consolider une fois de plus son impopularité envers les Français et même envers le monde en général. L'impopularité envers les Français parce qu'on voit que en réalité, ce que Emmanuel Macron impulse comme politique n'est pas du tout accepté par les Français. Les résultats des élections législatives nous en disent en suffisance là-dessus. On a battu, n'est-ce pas, son parti aux élections législatives et c'est un signal fort qui démontre qu'il y a une sorte de déconnexion entre Emmanuel Macron et les citoyens français. Mais conséquences immédiates aussi au niveau international avec les alliés de la France qui respectaient hier encore la France comme puissance justement parce que celle-ci avait un certain contrôle, une certaine contrôlabilité, un certain poids qui lui venait, n'est-ce pas, de l'Afrique. Il faut rappeler que le droit de veto que la France détient aux Nations Unies, c'est justement parce qu'elle brandissait toujours cette contrôlabilité qu'elle avait sur l'Afrique. Ce poids que l'Afrique lui donnait. Donc aujourd'hui que cette France-là est en train de perdre ce qui lui donnait le poids sur le plan international, vous comprenez qu'il y aura des conséquences au niveau du regard que les alliés au niveau international porteront désormais sur la France. La France ne sera plus respectée, elle risque de perdre ses positions au sein des grandes organisations du pouvoir, au niveau des Nations Unies, au niveau du G20, du G7 et même du G30. Donc les conséquences vont au-delà de la France pour revertir la structuration même internationale. Et vous comprenez donc pourquoi la France aujourd'hui est prête à tout pour ne pas accepter que cela arrive. Mais en réalité, il se fait déjà trop tard. Il se fait déjà trop tard parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où l'Afrique est véritablement décidée. L'Afrique est décidée de prendre en main son destin aujourd'hui. Et justement parce que non seulement il y a cet éveil des libertés, éveil des souverainetés, éveil d'indépendance, mais aussi et surtout une opportunité du contexte qui coïncide avec cela, ce que j'appelle souvent la défractation des pôles de centralité sur le plan international. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur le plan international, les plus forts d'hier ne sont plus les plus forts d'aujourd'hui. On assiste à une sorte d'alternative, à une sorte, n'est-ce pas, de rapport de force nouveau qui fait en sorte que les plus forts d'hier ne peuvent plus dicter certaines choses sur le plan international n'importe comment. Donc, lorsque vous faites donc cette coïncidence avec la défractation des pôles de centralité et l'éveil des libertés, des souverainetés et indépendances sur le plan africain, vous comprenez donc que la France ne pourra rien faire pour arrêter cela parce que ça ne dépend plus seulement des seuls Africains, mais aussi au niveau international, elle n'a plus de soutien, elle n'a plus de force, elle n'a plus d'alliés. Ses partenaires d'hier ne sont plus aussi solides pour imposer les choses. Donc en réalité, nous sommes en train de vivre la théorie du postmodernisme pour sortir là-dessus, qui voudrait que le plus fort ne soit jamais assez fort pour être toujours le maître, qui démontre que chaque État ne peut pas rester éternellement fort,
qui démontre que chaque État en réalité obéit à une sorte de linéarité qui passe par la naissance, la croissance et la vieillesse, voire la mort. On peut donc aujourd'hui transposer ce schéma-là avec le bloc occidental, ou du moins les pays qui forment le bloc occidental, et fondamentalement la France aujourd'hui. Que la France a eu le temps de naître, a eu le temps de grandir, a eu le temps de vieillir, et aujourd'hui, c'est le temps de mourir. Et au moment où elle meurt, elle rencontre donc d'autres puissances qui veulent aussi obéir à ce schéma-là, c'est-à-dire grandir, vieillir et s'imposer aussi sur la scène internationale comme l'a fait la France il y a encore quelques années. Merci, docteur Sango. Peut-être avec un peu de temps, nous sortirons, si on n'a pas assez de temps, on sortira par cette question. Est-il possible puisque le problème, il tourne autour du budget de l'État, est-il possible que le gouvernement taxé de démissionnaires s'attaque à cette question du budget et se mette justement sur ce dossier afin d'avoir certains soutiens et faire voter quand même ce budget, ou alors il sera totalement révisé, ou le président de la République pourra l'imposer à travers d'un décret, des ordonnances? Quelles sont les jurisprudences qui sont prévues? En fait, aujourd'hui en France, il n'y a pas autre chose à faire, d'accord? La seule chose à faire aujourd'hui en France, c'est de reconduire le budget de l'année passée. C'est ce que la France va faire aujourd'hui, parce que quel que soit ce que Emmanuel Macron va présenter, je vous ai dit, Oui. l'Assemblée nationale va poser les mêmes actions. De même s'il nommait un nouveau Premier ministre. Tout à fait, vous allez voir. Il va nommer un Premier ministre. Là, maintenant, Borne a été maintenu pour gérer les affaires courantes. Le temps pour lui de chercher un nouveau Premier ministre. Oui. Quel que soit le Premier ministre qu'il va nommer aujourd'hui, je vous ai dit, la crise de la représentation qui est aujourd'hui perceptible à l'Assemblée nationale, conjuguée avec cette crise budgétaire qui va au-delà de la France, parce que la France n'a plus des sources de revenus, font en sorte que le Premier ministre ne pourra pas tenir en France. Donc en réalité, on vient, n'est-ce pas, d'ouvrir la voie d'une crise politique jusqu'en 2027. Ça ne sera plus facile pour Emmanuel Macron jusqu'en 2027, année électorale, une élection présidentielle, où il compte, je ne sais si remplir pour un nouveau mandat ou partir. Donc en réalité, je pense que les grilles de solutions, les petites grilles de solutions ne pourront commencer à venir qu'à partir de 2027, année électorale, où peut-être une nouvelle idéologie pourra arriver à la tête de la France. Ça pourra peut-être être l'extrême droite, ça pourra peut-être être la gauche, voire même Emmanuel Mélenchon, qui est aussi populaire en France et qui propose une politique totalement différente de ce que Emmanuel Macron impulse là aujourd'hui. Parce que pour Mélenchon comme pour Marine Le Pen, il est question de laisser ces États africains s'auto-gérer, de les laisser chez eux, parce que c'est l'action oppressive que la France exerce à l'intérieur de ces États qui cause le phénomène d'immigration et qui fait en sorte que les États s'éveillent aujourd'hui pour se libérer. Donc voilà un peu le chemin qu'on va observer en France dans les prochaines années. Il n'est plus question du budget. La chose que la France va faire, c'est de reconduire le budget de l'année passée, mais en le reconduisant, est-ce que ça aura les mêmes réalités? Parce que l'année passée, quand même, quand on votait le budget, les États de l'AES n'avaient pas encore totalement sombré dans cette logique-là. Il y avait encore quelques ressources qui venaient. Maintenant que c'est coupé, est-ce que ce budget-là va permettre à la France de résoudre un certain nombre de problèmes liés à leur développement? C'est la question qu'on doit se poser. On doit tout simplement dire wait and
Annecy. Merci, Dr Songo. En France, après le séisme politique, Just Wait and See, c'était l'un des sujets dont nous parlions sur ce plateau. Motion de censure contre le président, je veux dire le Premier ministre Barnier en France. Est-ce donc une conséquence de la politique sous Emmanuel Macron, une politique jugée vicieuse par certains observateurs de la scène panafricaniste? L'on s'interrogeait avec le docteur Sango, qui n'était pas loin de ce point de vue. D'ailleurs, nous parlions aussi de l'actualité au Tchad, avec la création de cette commission qui devra permettre la dénonciation effective et bien sûr normative de ces accords de défense qui lient le Tchad à la France. Docteur Sango, c'est la fin de Regard panafricain. Merci d'avoir été avec nous. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses dans notre émission. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi les téléauditeurs et téléspectateurs qui ont pris le temps pour nous écouter. Merci à Kelly qui était à la mise en onde derrière les caméras dans le cadre de ce programme Regard panafricain. Merci à vous qui nous avez écoutés et regardés sur nos différentes plateformes For You Media Africa, For You Radio et For You Télévision. À très bientôt à tous. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Djamena.